Je n'aurais jamais imaginé finir sur une île perdue au milieu de nulle part. Mais la vie a cette manie de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. C'était après une tempête, une de ces colères de la mer qui vous fait comprendre à quel point vous êtes insignifiant. Notre bateau n'était plus qu'un tas de débris flottants, et nous étions 3 à être encore là. Moi, Sophie et Marc. Sophie, une biologiste de 28 ans, curieuse et délicate, toujours fascinée par ce qui l'entoure, et Marc, le marin éternel, 45 ans, pragmatique et solide comme un roc. Moi, juste un homme de 38 ans, tentant de garder la tête hors de l'eau. On a monté un camp de fortune près de la plage, à l'abri des palmiers, utilisant les morceaux de notre embarcation et ce qu'on pouvait trouver. La survie, c'est ça, non? Faire avec ce qu'on a. On était là, à bricoler un semblant de maison, sans réel plan, juste des espoirs flottants, comme les débris du bateau. On ne savait pas combien de temps on tiendrait. Le sable sous nos pieds était chaud, mais nos cœurs étaient lourds, remplis d'incertitudes. On essayait de se raccrocher à la moindre parcelle de normalité, de recréer une routine, mais la réalité de notre situation nous rattrapait constamment. Les journées s'étiraient, rythmées par des tâches répétitives. Chercher de l'eau potable, tenter d'améliorer nos abris, trouver de quoi manger. Chaque jour semblait être une nouvelle épreuve, et chaque soir était un miracle de plus. Le moindre progrès, aussi infime soit-il, nous donnait l'impression d'être encore vivants, encore capables de lutter. Je me souviens encore du naufrage comme si c'était hier. La tempête nous a pris par surprise. Une minute, le ciel était clair, et la suivante, on était en pleine tourmente, pris dans un chaos de vagues et de vents. Les vagues étaient gigantesques, comme des murs d'eau qui semblaient de vouloir nous engloutir. On a perdu des membres de l'équipage ce jour-là. La culpabilité ne me quitte jamais vraiment. Pourquoi nous 3 et pas eux? Pourquoi moi? C'est le genre de pensée qui vous ronge, qui vous empêche de dormir la nuit. Je revois encore leurs visages, leurs cris, emportés par la mer déchaînée. Ces images hantent mes rêves, me laissant épuisé chaque matin. Survivre, c'est porter ce poids, jour après jour. On essaie de se convaincre que c'était le destin, que ce n'était pas de notre faute, mais au fond de nous, on sait qu'on n'oubliera jamais. La mer, ce jour-là, avait pris plus que des vies, elle avait emporté une partie de nous, de notre espoir. Marc, lui, il ne laisse rien paraître. Il est toujours celui qui prend les devants, qui sait quoi faire. C'est un peu notre pilier. Il a cette force tranquille, ce regard qui semble dire que tout ira bien. Même si, au fond, je sais qu'il doute tout autant que nous. Marc est celui qui se lève le premier le matin, qui organise les corvées, qui nous motive quand on a envie de tout lâcher. Sa voix est rassurante, mais parfois, je me demande ce qui se passe réellement dans sa tête. Il cache ses émotions derrière une façade solide, mais je sais qu'il ressent le poids de notre survie. Sophie est différente. Elle observe, note, essaie de comprendre. Elle parle des plantes, des animaux qu'elle voit, comme si ça l'aidait à oublier où on est vraiment. Elle a toujours son carnet avec elle, un carnet trempé et abîmé par les intempéries, mais elle continue d'y écrire, de dessiner. C'est sa manière de tenir le coup. C'est son échappatoire, son moyen de garder un semblant de contrôle sur une situation qui nous échappe totalement. Elle y dessine les feuilles des arbres, les coquillages qu'on trouve sur la plage, comme si ces petits détails pouvaient nous apporter un peu de paix dans ce chaos. On a trouvé un équilibre, mais il est fragile comme un château de cartes face au vent. Et le vent, justement, ne nous laisse jamais tranquilles. Les typhons arrivent sans crier gare, de vraies furieuses qui veulent tout balayer sur leur passage. La mer devient une ennemie, une force que l'on craint et que l'on respecte. Chaque fois que le ciel s'assombrit, on sent nos cœurs se serrer, prêts à affronter une nouvelle épreuve. Notre camp n'est pas à l'abri, et Marc veut qu'on déplace tout sur un terrain plus élevé. Sophie, elle, pense qu'on pourrait rester et renforcer ce qu'on a déjà construit. On se dispute souvent à ce sujet. Les tensions montent, et parfois, on oublie qu'on est tous dans le même bateau. Moi, je suis coincé entre les deux, essayant de trouver la meilleure solution, mais surtout essayant de ne pas être celui qui nous mènera tous à notre perte. Chaque décision semble être une question de vie ou de mort, et ça pèse sur nous. Je sens la fatigue peser sur nos épaules, la lassitude qui s'installe, mais on n'a pas le choix. Il faut continuer. Chaque nuit est une lutte contre nos peurs, chaque matin une victoire arrachée à l'incertitude. Parfois, je repense à mon père. Il était pêcheur et il m'a appris à lire les vents, à comprendre la mer. C'est peut-être ce qui m'a sauvé jusqu'ici. Je me souviens de ces journées sur le bateau, à regarder l'horizon, à apprendre à prévoir les tempêtes. On pouvait sentir le changement dans l'air, la manière dont le vent tournait, les vagues qui devenaient plus lourdes.
Aujourd'hui, ces leçons me reviennent, mais tout semble tellement plus dangereux ici, tellement plus intense. C'est comme si l'île avait sa propre volonté, comme si elle cherchait à nous tester, à nous pousser dans nos retranchements. Chaque nuit, alors que le vent hurle à l'extérieur, je ferme les yeux et je me rappelle les leçons de mon père, essayant de trouver un peu de réconfort dans ses souvenirs. Les histoires de mon père sur les tempêtes passées, ses récits de survie en mer, tout cela me revient comme des échos d'un passé qui m'aide à tenir. J'ai pris une décision. Il faut explorer l'île, trouver un endroit plus sûr. Marc restera pour protéger Sophie. On ne peut pas tous partir et laisser notre camp sans surveillance. J'ai rassemblé quelques provisions, fabriqué une arme rudimentaire, une simple branche taillée en pointe, et j'ai étudié les schémas des dernières tempêtes. Avant de partir, on s'est dit au revoir rapidement, comme si on ne voulait pas donner trop d'importance à ce moment. Ça me rappelle un peu les adieux à la maison avant une journée de travail, sauf que là, je ne suis pas sûr de revenir. J'ai senti l'angoisse dans les yeux de Sophie, la tension dans la mâchoire de Marc. On se raccroche à l'idée que ce n'est qu'une exploration, mais la vérité, c'est qu'on a tous peur de ce qui pourrait arriver. Le silence après mon départ était lourd, comme si chacun de nous savait que quelque chose allait changer. C'était un silence plein de promesses, de doutes et de cette peur sourde qu'on tente de dissimuler. Pendant que je m'aventurais dans l'intérieur de l'île, Sophie m'a parlé d'une plante qu'elle avait trouvée. Elle pense qu'elle pourrait être comestible, mais elle n'en est pas encore certaine. On est à court de nourriture, alors c'est une éventualité qu'on ne peut pas ignorer. Chaque baie, chaque feuille devient une possibilité, mais aussi un risque. L'incertitude plane sur chaque bouchée potentielle. Je continue mon chemin, mais je ne peux m'empêcher de penser à eux, rester là-bas, vulnérables. Et si quelque chose leur arrivait pendant mon absence? Et si je ne revenais pas? Ces pensées me hantent, mais je dois avancer. L'espoir de trouver un refuge plus sûr est tout ce qui me motive. Chaque pas dans la jungle épaisse est un défi. Le sol est glissant, les branches sont basses, et chaque bruit me rappelle que je ne suis qu'un intrus ici. Chaque cri d'oiseau, chaque bruissement de feuilles me fait sursauter, et je sens le poids de ma solitude me submerger. L'île n'est pas accueillante. Une pluie torrentielle s'est abattue sur moi sans prévenir, et les eaux ont monté si vite que j'ai dû laisser tomber une partie de mes provisions pour grimper sur un terrain plus élevé. C'était un combat acharné, la nature contre moi, et je ne me sentais pas de taille. La boue glissante sous mes pieds, les branches qui me fouettaient le visage, c'était une lutte constante. Puis, en explorant plus loin, j'ai trouvé une grotte. Elle était marquée de dessins étranges, des symboles gravés dans la pierre. On aurait dit des avertissements, des vagues, des vents, peut-être les restes d'une ancienne présence humaine ici. Est-ce que d'autres avaient tenté de survivre sur cette île avant nous? Les dessins étaient grossiers, mais on pouvait y lire une histoire de lutte, de survie, de désespoir. Les symboles semblaient raconter un cycle, un éternel retour, comme si l'île rejetait systématiquement ceux qui s'y aventuraient. C'était une découverte étrange qui m'a laissé avec plus de questions que de réponses. Ces dessins me hantent. Je commence à me demander si l'île elle-même n'essaie pas de nous éjecter, comme si elle était vivante, comme si elle avait déjà chassé ceux qui étaient en haut et là avant nous. Je décide de retourner au camp. Il faut que je raconte ça à Marc et Sophie. Peut-être qu'on peut utiliser ces informations à notre avantage. Peut-être que ces symboles contiennent une sorte de logique, un moyen de prévoir les tempêtes. Peut-être qu'ils nous montrent comment survivre, ou peut-être qu'ils sont juste là pour nous avertir qu'il est impossible de s'en sortir. Le chemin du retour est long, et chaque bruit dans la forêt me fait sursauter. L'île semble vouloir me retenir, me tester. Chaque racine sous mes pieds devient un piège, chaque ombre un ennemi. La solitude commence à peser, et je réalise combien la présence de Marc et Sophie m'est essentielle. Sans eux, chaque pas est plus lourd, chaque pensée plus sombre. De retour au camp, l'atmosphère est tendue. Marc et Sophie sont sur les nerfs. On discute et rapidement les émotions prennent le dessus. Marc veut encore une fois tout déplacer. Sophie, elle, veut comprendre ce que j'ai vu dans la grotte. Les disputes sont devenues notre quotidien, et je sais que tout cela part d'une peur commune. La peur de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver ensuite. On est épuisé, affamé, et chaque décision semble être la mauvaise. La fatigue nous rend vulnérables, et parfois j'ai l'impression qu'on est à deux doigts de craquer. On essaie de tenir bon, de se soutenir mutuellement, mais la pression est constante, et chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du point de rupture.
Chaque petite contrariété devient une montagne, chaque désaccord une menace pour notre fragile unité. Une nouvelle tempête se profile à l'horizon, plus violente, plus sombre. On a essayé de renforcer nos abris, mais j'ai un mauvais pressentiment. Quand elle a frappé, c'était pire que tout ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. Une inondation a emporté une partie du camp et on n'a eu d'autre choix que de courir vers la grotte. C'était une course contre la montre, sous une pluie battante, avec le vent qui essayait de nous déraciner. La peur nous poussait, l'adrénaline nous maintenait debout, mais chaque pas semblait nous rapprocher de l'abîme. Marc portait Sophie qui avait trébuché, et moi, je guidais le chemin, le cœur battant à tout rompre. Chaque mètre parcouru semblait un exploit, chaque instant un défi de plus à relever. Les rafales de vent arrachaient tout sur leur passage, et les cris de la tempête nous enveloppaient, nous submergeaient. La grotte est devenue notre refuge. On s'est assis là, trempés, à regarder les restes de notre camp être engloutis. Sophie était en pleurs, Marc essayait de la rassurer, et moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'étais responsable de tout ça. Mais il fallait aller de l'avant. La grotte était notre nouvelle maison, et il allait falloir s'y adapter. On a commencé à organiser l'espace, à chercher des moyens de rendre cet endroit plus vivable. Sophie a dessiné un plan sur le sol, indiquant où on pourrait stocker les provisions, où on pourrait dormir. On essayait de se projeter, de croire que cet endroit pourrait devenir un refuge permanent. Les parois de la grotte étaient froides, humides, mais au moins, elles nous protégeaient du vent et des pluies. On a commencé à ramasser des pierres, à construire des petites murettes pour se protéger du froid. Chaque petit geste était une façon de lutter contre le désespoir. Sophie a finalement testé la plante. Elle était comestible et c'était une lueur d'espoir. On a mangé ensemble, en silence, mais ce silence était différent cette fois-ci. Il était porteur d'un espoir fragile mais réel. On a commencé à aménager la grotte, à s'organiser. On était loin d'être hors de danger, mais on était ensemble, et c'était tout ce qui comptait. On a trouvé des moyens de collecter l'eau de pluie, de créer des petites torches avec les matériaux disponibles. Chaque petite victoire nous donnait un peu plus de force, un peu plus d'espoir. On s'est fabriqué un semblant de quotidien, une routine fragile, mais nécessaire pour ne pas sombrer dans le désespoir. Le soir, on se regroupait autour de notre maigre feu, partageant nos histoires, nos souvenirs d'une vie passée, tentant de se rappeler pourquoi on se battait. Marc a proposé qu'on tente de fabriquer un système pour capter des signaux radio. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui peut nous entendre. C'était la première fois que je le voyais optimiste, et ça m'a fait du bien. Alors, on a commencé à travailler sur ce projet, avec l'idée que peut-être il y avait une chance, si minime soit-elle, de sortir de cet enfer. On a passé des heures à bricoler, à assembler des morceaux de métal, des fils trouvés sur la plage. Chaque crépitement dans l'appareil nous faisait espérer une connexion, une voix, quelque chose. Chaque tentative infructueuse nous rappelait à quel point on était isolé, mais on refusait d'abandonner. C'était notre seul espoir de retrouver un jour la civilisation. Marc avait une détermination dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant, et ça nous donnait à tous la force de continuer. J'ai inscrit dans mon journal « Nous avons perdu beaucoup, mais tant que nous restons unis, nous avons une chance. » Et c'était vrai. Tant qu'on reste ensemble, tout est encore possible. On n'était pas vaincus, pas encore. Et tant qu'on aurait de l'espoir, on continuerait de se battre. Pour nous, pour ceux qu'on avait perdus, et pour l'espoir d'un avenir meilleur. L'île ne nous avait pas encore pris tout ce que nous avions. Tant qu'il nous restait notre volonté, notre esprit, nous continuerions à avancer, à survivre un jour à la fois. Ensemble, contre la tempête, contre l'île, contre la peur. Parce qu'au fond, la seule chose qui nous restait vraiment, c'était les uns les autres, et tant qu'on avait cela, on avait tout.